Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Point de vue chez Mwambi International Network. Ce soir, je vais vous parler de la stratégie du chaos. La stratégie du chaos, c'est quoi? Et surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, à partir des Pays-Bas. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo occupe une grande partie de l'actualité, aussi bien en Afrique qu'en Occident. Il y a beaucoup de médias internationaux qui en parlent. Et surtout, du rôle de l'Église catholique, et notamment le rôle du cardinal Ambongo, de la Senko, ainsi que de toute la classe politique du Congo et tout ce qui se passe en ce moment. Pour comprendre la stratégie du chaos, c'est quoi? Je vais d'abord vous ramener dans l'histoire, ce qui est très important. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent en ce moment, quand on ne sait pas saisir l'histoire, on est perdu. On ne saura pas d'où ça vient, comment ça se passe. Par exemple, quand on voit l'Église catholique s'impliquer dans les affaires politiques au Congo, on a droit à se demander comment cela s'est passé dans le passé lointain. Et quand il y a des choses qui se passent, on doit savoir les mettre dans le contexte géopolitique, bien sûr. L'histoire commence, en ce qui nous concerne ce soir, avec l'arrivée de Diego Cao au Congo en 1883. Diego Cao, qui a été capitaine du roi João du Portugal, le 13e roi du Portugal, il a été donc envoyé en Guinée pour faire des explorations. Parce que le Portugal était déjà en Inde et en Guinée. Alors, quand il arrive vers le fleuve de Guinée, Diego Cao s'est retrouvé à l'embouchure du fleuve Zaïre. Pour les gens qui ont déjà été à Mwanda, ils savent de quoi nous parlons, l'embouchure du fleuve Zaïre, là où ça se trouve. Alors, qu'est-ce qui se passe? Diego Cao débarque là-bas, dans son bateau, avec des interprètes guinéens, qui ne savaient pas parler la langue locale. Donc, il s'est retrouvé dans un terrain inconnu. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit de Diego Cao qui a découvert le fleuve Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Diego Cao va envoyer une délégation des Européens avec qui il était, et quand il va apprendre qu'il y a un roi dans le coin. Alors Diego Cao va envoyer des cadeaux et des Européens qui étaient avec vers le roi. Diego Cao va attendre quelques jours là-bas. Ces gens-là ne sont jamais retournés. Et qu'est-ce que Diego Cao va faire? Il va faire des tours sur l'océan et quelques jours après, il revient. Il demande, avec des gestes bien sûr, hein, il demande aux gens, aux riverains, où sont passés ces gens-là, les Portugais qu'il avait amenés. Alors, personne n'a vu ce Portugais, les Portugais ne sont pas revenus. Alors, qu'est-ce que Diego Cao va faire? Diego Cao va embarquer quelques personnes locaux, donc locales. Il va prendre, selon les historiens, 4 personnes qu'il va embarquer avec lui et il va amener au Portugal. Quand il arrive au Portugal, ils vont transformer ces 4-là en Européens, à Portugais, c'est-à-dire ils vont apprendre à lire et à écrire et ils vont apprendre le portugais. Apprendre à lire et à écrire, à l'époque, c'était apprendre la Bible.
apprendre la chrétienté, c'est-à-dire devenir chrétien, devenir catholique à l'époque. Le roi portugais, Dom João, il était catholique, donc c'était un chrétien catholique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le roi? Après un moment donné, il va renvoyer ces mêmes personnes vers le roi, donc le roi du Congo. Il y a eu une relation particulière entre le roi du Congo et le roi du Portugal. Parce que ces gens-là, les quatre, sont revenus, ils ont servi comme des interprètes, et il y a eu beaucoup d'échanges. L'une de ces personnes va se retrouver ambassadeur du royaume Congo au Portugal. Il y a eu une correspondance très riche en couleurs. Il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit là-dessus et que je remercie ici en passant. Et il y a aussi, surtout, M. Mutamba Makombo qui a écrit là-dessus, que je remercie vraiment énormément parce qu'il a fait un travail énorme en écrivant un tome de trois livres. Et il y a, bien sûr, d'autres écrivains qui ont beaucoup écrit là-dessus. Qu'est-ce qui se passe quand les chrétiens, les catholiques sont arrivés dans le royaume? Tout de suite, au début, c'était aimable, hein, c'était amical. Il y a le roi qui a demandé d'avoir des médecins de l'autre côté, d'avoir des chirurgiens parce que ça manquait dans le royaume, ainsi de suite. Mais les Portugais étaient tellement surpris de l'organisation de ce royaume-là. Ils ont comparé même à leur propre royaume. Ils étaient totalement surpris. Après un moment, ils ont commencé, les Européens qui étaient là-bas, les chrétiens, les catholiques, ils ont commencé à manipuler les citoyens, donc les sujets du roi. Ils ont commencé à leur donner des marchandises, c'est-à-dire le vin, et les habits, de l'argent, en fait, pour acheter, aller attraper des gens, des esclaves, et ainsi venir leur fournir. C'est ainsi que l'esclavage a commencé. C'est-à-dire, le roi Congo reçoit les Européens, donc qui étaient des catholiques et des chrétiens, et ils ont commencé à manipuler petit à petit, et ainsi va naître l'esclavage. Le roi va être très fâché pendant un moment, et après, il va écrire plusieurs lettres dont Mutamba Makombo a produit 2 dans son livre ou dans ses livres. Et il y a d'autres historiens qui ont aussi produit beaucoup d'éléments là-dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi va protester dans ses lettres pour dire, non, les hommes de Dieu que vous m'avez envoyés. Donc, il écrit au roi João du Portugal pour dire, ce n'est pas possible que vos hommes de Dieu que vous nous avez envoyés, qu'ils commencent à corrompre les sujets de mon royaume pour que ces sujets de mon royaume aillent attraper des hommes libres pour leur fournir. Sachant, et il poursuit, il dit que les sujets de mon royaume, ils envient les marchandises que l'on amène de l'Europe. Alors, ils ont toujours tendance à faire cela, donc à amener donc ils ont tendance
à vouloir attraper des esclaves, même des hommes libres, pour les vendre auprès de ces chrétiens-là. Alors, il y a eu cette correspondance. À un moment donné, le roi va lui envoyer aussi des lettres pour dire non, ne vous en faites pas, organisez votre commerce parce que nos hommes n'ont pas le droit d'acheter des hommes libres. Parce qu'il y avait des esclaves à l'époque, mais les esclaves à l'époque, au Royaume Congo, bien sûr, c'était des prisonniers. C'est comme aujourd'hui on a des prisons. Quand vous commettez une faute, on vous amène chez le juge et puis le juge vous envoie en prison. Donc à l'époque, être esclave, c'était être prisonnier. Après, il y a eu... alors ces prisonniers-là, on les envoyait. Donc le roi pouvait les envoyer au Portugal. Donc il y avait eu des échanges aussi. Il y a eu des Portugais qui étaient aussi là-bas, que le roi portugais envoyait au roi Congo pour servir le roi. Alors, on va un peu aller très vite. Il y a eu une relation parfaite entre les deux rois, entre les deux royaumes, mais à un moment donné, ça n'a plus marché. Parce que l'intention des Portugais, c'était de détruire le royaume. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé la zizanie. Parce que le roi du Portugal va donner des conseils, des petits conseils, comme toujours, au roi du Congo en disant, voilà, il faut organiser la succession. Et pour organiser la succession, il faut réunir tes enfants, tes fils, et choisir les plus chrétiens de tous, les plus catholiques de tous. Et le roi va faire la même chose, le roi sera aussi baptisé, ainsi de suite. Mais, plus tard, les Portugais vont manipuler des ethnies dans le royaume. À côté du royaume, il y avait beaucoup d'ethnies qui étaient étendues. D'abord, le royaume, c'était quoi? Le royaume, c'était une grande partie du Bas-Congo en RDC, en RDC actuel, une grande partie de l'Angola et une grande partie de Congo-Brazzaville et du Gabon. Pour les gens qui connaissent le Gabon, il y a aussi Mwanda au Gabon. Ils parlent une langue qui est similaire à la langue Kikongo. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les Portugais vont manipuler un certain groupe ethnique à l'époque qu'on appelait les Yagas. Les Yagas, ou bien les Jagas, il y a d'autres professeurs qui traduisent ça en Bayaka, donc les Bayaka. Alors, géographiquement, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Est-ce que les Bayaka étaient à côté du royaume Congo? Bon, ce que je sais est que il y a les Bayaka à la frontière avec l'Angola. Est-ce qu'il s'agit de ces Yagas, de ces Jagas dont on parle dans les livres? Je vais mettre des liens là-dessus pour que les gens puissent lire ça. Mais toujours est-il que les Portugais, les catholiques, ont manipulé des ethnies et les gens au sein du royaume pour créer le chaos. Et ils ont créé ce chaos-là. Le roi a fui, le régime s'est effondré, il y a eu des successions, et ils se sont entretués et le royaume s'est effondré. Voilà comment a commencé la stratégie du chaos en RDC. Pourquoi je raconte ça? Je raconte ça parce que aujourd'hui en RDC, il y a un chaos total. Tout le monde parle et jure au nom des élections
qui doivent se tenir en 2023. Nous sommes en 2021. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever en République démocratique du Congo, mais bien sûr, en Afrique aussi, parce que la République démocratique du Congo, c'est le rêve de beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains, beaucoup même des Européens, voudraient bien venir en République démocratique du Congo, profiter du développement de ce pays-là. Mais il y a un chaos total. Et ce chaos-là n'est pas un hasard. C'est un chaos entretenu pour que le développement ne puisse jamais réussir. C'est ça, la stratégie du chaos. Et les faiseurs de ces stratèges du chaos sont partout au monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont aux Pays-Bas, ils sont en Europe, ils sont en Afrique. Et il y a des pions au Congo qui manipulent. Il y a aussi un livre qui est très intéressant dans cette manipulation-là, en ce qui concerne la stratégie du chaos en RDC. Ça s'appelle Les mathématiques congolais. C'est notre frère qui a écrit ça. J'ai oublié un peu son nom, mais c'est les mathématiques congolais, c'est très important, ces livres-là. Ils démontrent un peu comment on manipule les manifestants, les politiciens, les pions, on les met par-ci, par-là, et on ne sait pas qui manipule qui, mais au final, c'est une seule personne qui manipule et l'opposition, et le pouvoir, et l'Église catholique, et les citoyens. Donc, c'est ça. C'est M. Inkoli qui a écrit Les mathématiques congolais. C'est un livre que je recommande à tout le monde. Je vais mettre les liens. Alors, revenons en RDC. Il y a des événements qui se succèdent. Il y a un jeune étudiant de l'université de Kinshasa qui a été abattu par un policier dans un quartier populaire parce que ce jeune-là n'avait pas porté de masque. Paf, abattu. Après, à Bandal, un quartier de Kinshasa en RDC, il y a un policier qui va tuer son supérieur, un adjudant-chef. Pourquoi? Parce que le policier voulait arrêter un monsieur, un citoyen, qui n'avait pas porté de masque, et il a eu une fin de non-recevoir de la part de son supérieur. Alors, il n'était pas d'accord, il va tuer son supérieur. Nous avons la loi Tchani, qu'on appelle de père et de mère, qui consiste à ce que celui qui doit accéder à la magistrature suprême, président de la République, ou à d'autres fonctions stratégiques comme ministre des armées, ainsi de suite, que ce soit seulement des personnes ayant de père et de mère, tous congolais. Et tout à Kinshasa tourne autour de ça. Il y a aussi ce qu'on appelle l'élection ou la désignation du président de la commission indépendante, une commission électorale indépendante. Donc la CENI, c'est cette commission-là qui va organiser les élections. Alors là, il y a 8 confessions religieuses, dont l'Église catholique, ainsi de suite. Et elles ne se sont pas mises d'accord. Il y a l'Église catholique et l'Église protestante qui sont fâchés, qui se sont retirés. Ils ont leurs raisons et ça, je n'entre pas dans les détails. Là où je vais mettre l'accent, c'est les sorties médiatiques du cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo, il parle beaucoup. C'est le premier cardinal
Congolais qui parle beaucoup, qui parle ouvertement, qui n'a pas de diplomatie, qui se mêle ouvertement de la politique. Et ces derniers temps, je l'ai vu très souvent à Lubumbashi prendre des positions radicales vis-à-vis du pouvoir en place, qui est dirigé par le président Tshisekedi, bien sûr. Et quand le cardinal Ambongo le fait, il le fait entouré du régime passé ou des personnes du régime passé, notamment la famille de Kabila ou bien la famille politique de Kabila, hein, du Joseph Kabila, ou alors M. Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui est en train de construire une église catholique là-bas, à Lubumbashi. Donc plusieurs fois, M. Ambongo, je le vois très proche du régime passé. Et il n'y a pas longtemps, je l'ai vu aussi avec l'ex-première dame, Madame Olive Lembe. M. Ambongo, donc le cardinal, lui a fait presque une messe privée pour lui présenter l'endroit où gît le cardinal Mosengo Passigna, qui est mort du Covid. En fait, je ne sais pas de quoi il est mort, mais de toute façon, il est mort. Il a été rapatrié, quand il était malade, rapatrié, donc en fait, il a été amené en France, où il est mort, donc on n'a pas pu le soigner. L'implication de l'Église catholique, nous en avons connu aussi. Mosengo, c'était un grand monsieur qui était très intelligent. Bien qu'il avait sa préférence politique, ce n'est pas quelqu'un qui était fan de Tshisekedi. Hein. On l'a vu à la conférence nationale. Mosengo, quand il était président de la conférence nationale, il a dû dribbler tout le monde. Et puis, bon, bref, vous connaissez cette histoire de la troisième voie. C'est-à-dire, la troisième voie, ce n'était pas... donc, il ne fallait pas que Tshisekedi soit Premier ministre. Il fallait qu'une autre voie, donc quelqu'un d'autre, soit Premier ministre. Ce n'est pas grave. C'est quelqu'un qui a sa préférence politique. Mais Mosengo le faisait d'une façon très intelligente. Je me rappelle surtout de sa petite phrase à la conférence nationale, là où il disait, tout doucement, avec une petite voix, « Boza banamike », hein, pour dire, vous êtes des petits-enfants. Je n'ai jamais vu le cardinal Mosengo aller à Lubumbashi, dans la proximité des gens du pouvoir, faire des déclarations époustouflantes politiquement et donc terribles. Je n'ai jamais vu le cardinal Mosengo faire cela. Quand le cardinal Ambongo va voir des érosions, il arrive là-bas. Oui, quand je vois des choses comme ça, c'est le président que je vais interpeller. Quand il y a la loi Tchani, le cardinal Ambongo entouré à Lubumbashi, voilà, la loi Tchani n'est pas bonne, elle est une loi discriminatoire. Donc, au fait, à chaque moment, le cardinal Ambongo reprend les discours des opposants politiques et les met en avant. Au fait, il devient, à tort ou à raison, conscient ou inconsciemment, donc consciemment ou inconsciemment, le porte-parole de l'opposition politique. Et c'est là où je l'interpelle directement de faire très attention parce que là, il est en train de discréditer
sa fonction du cardinal. Il est en train de discréditer l'Église catholique. Et tout cet tapage-là, et surtout, je vais aussi interpeller Abbé Cholet, Monsieur l'abbé Cholet. J'ai l'impression que vous parlez trop. Vous vous présentez trop dans des médias. Vous êtes allé chez Israël Mutombo, qu'on appelle Sango. Vous qui êtes, monsieur l'abbé, vous qui êtes respectable, vous êtes allé là-bas, vous avez parlé, et on vous fait lever les bras. Et il y a aussi une fois que vous avez fui le plateau. Ça ne donne pas une bonne image. Qui vous conseille dans la communication? Ça ne donne pas une bonne image. Même si vous avez raison de dire ce que vous avez à dire, la façon de le dire, ça ne colle pas. Le cardinal Ambongo, ce qu'il dit, ça peut être vrai, mais sa façon de le dire, ça ne marche pas. C'est pourquoi il y a une autre opinion, et c'est ça aussi mon opinion, qui trouve qu'il fait trop de politique. Et ce n'est pas bon, parce qu'on a besoin de l'Église catholique, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, hein, assez vite. L'Église catholique a beaucoup aidé dans notre pays, donc en République démocratique du Congo, pour tirer la sonnette d'alarme à chaque fois qu'il y avait des bavures au niveau de régimes qui se sont succédés. Mais les successeurs du cardinal Ambongo, quand on prend Maloula, Maloula c'est quelqu'un de fantastique. Les Bilengue à Mouinda, c'est Maloula. Maloula, c'est lui qui a introduit la chanson africaine, congolaise, dans l'église catholique. Cette ambiance de la chanson africaine, c'est Maloula. Maloula, c'est lui qui a dit, écoutez, le mariage, ce n'est pas une affaire de l'église. Le mariage, ici, en Afrique, au Congo notamment, commence par la tradition, à la maison, entre les parents de la femme et les parents de l'homme. C'est là que ça commence. Maloula a introduit les accompagnateurs de l'Église, là, pendant cette cérémonie de mariage coutumier. Voilà ce que l'Église fait. Alors aujourd'hui, le cardinal Ambongo, tout ce que nous connaissons, c'est la politique. Tout ce que nous connaissons, c'est sorties politiques. Moi, je ne connais pas le cardinal Ambongo autrement. À moins que je me trompe. À moins que j'ai perdu quelques chapitres de sa vie. Mais je ne le connais pas autrement que de faire des sorties médiatiques. Alors, je vais pouvoir clôturer en disant ceci. Ce que j'ai donné, ce que j'ai parlé sur, ce que j'ai dit sur le cardinal Maloula, le cardinal Ambongo, l'Église catholique, bien sûr, la Cinco avec M. l'abbé Cholet, que je connais bien. J'ai eu des correspondances avec lui. Et je l'ai invité plusieurs fois pour l'interviewer. Tantôt il dit oui, mais quand je l'appelle, il ne décroche pas. Et tantôt il dit plus tard, et puis quand je l'appelle, il ne décroche plus. Et je trouve ça dommage parce que dans ce genre de choses, de discussions, il faut qu'on parle d'une façon responsable. Je vous conseille, vous, au fait, vous de l'Église catholique, cardinal Ambongo, de diminuer un peu vos sorties politiques. Et surtout, quand vous parlez, c'est mon impression que j'ai,
votre parole ne correspond pas à votre tenue de l'Église. Quand vous prenez votre physique, votre tenue de l'Église, et vous vous enflammez, ça ne fait pas un homme de Dieu. Ça fait quelqu'un qui pratique un sport martial, le karaté, la boxe ou le catch, le judo. Et si vous avez des communicateurs, ils doivent vous le dire. Parce qu'il faut que votre parole, quand elle sort, que ça soit une parole de mystère. C'est ça, c'est comme ça qu'on connaît l'Église. C'est le mystère. C'est quand quelqu'un va dire... par exemple, Mosengo, c'est un exemple. Quand Mosengo parle, tout le monde a envie d'écouter. Parce que l'Église parle. Bon, bien sûr que Mosengo avait aussi ses côtés. Ben, que son âme repose en paix. Mais dans tout ça, c'est quoi? J'ai commencé à dire, je vais parler de la stratégie du chaos. Dans tout ça, c'est les stratèges qui sont ailleurs, qui sont en train de manipuler la RDC. Parce qu'on ne veut pas que la RDC décolle. C'est pourquoi il y a la guerre à l'Est. C'est pourquoi à Kinshasa, on ne peut pas vous laisser tranquille, parce que vous devez résoudre des petits problèmes. Il y a des faits ici, des faits par là. Vous devez aller les étouffer. Et quand on étouffe les faits ici, le fait là-bas, le fait partout, on n'a pas le temps de développer son pays. C'est ça l'objectif de cette stratégie du chaos. Alors, où est-ce qu'on peut trouver cette... où est-ce qu'on peut encore trouver cette stratégie du chaos? La stratégie du chaos, ça s'est démontré à un moment donné au Soudan du président El-Bachir. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Le président El-Bachir était là-bas. Il avait sa vision d'implanter l'islam comme étant la loi fondamentale. Il y avait les Bin Laden qui passaient par là, ainsi de suite. Et il y avait le pétrole que Chevron, l'entreprise américaine, avait découverte là-bas. Mais quand El-Bachir est arrivé au pouvoir, il a tout chamboulé et le pétrole, il a commencé à donner aux Chinois et à tout le monde. Il a instauré le charia, donc la loi islamique. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Monsieur El-Bachir a été même recherché ici à La Haye par la CPI pour des questions de génocide. Il y a eu la guerre de Darfour, il y a eu des conflits dans le sud du Soudan. Vous savez, le Soudan a été coupé en deux et il y a eu un grand chaos. Donc, M. El-Bachir faisait face à plusieurs feux. La guerre dans le sud, la guerre à l'est de son pays, à Darfour, la guerre partout, la famine ici et là. Donc, au final, vous avez vu ce qui s'est passé à Khartoum. Il y a eu des manifestations et M. El-Bachir est parti. Donc, c'était les Américains qui ne voulaient pas que les Chinois puissent accéder au pétrole, qu'ils considéraient que c'était leur pétrole parce que c'était Chevron qui avait investi pour faire des recherches. Donc, la stratégie des chaos, elle est partout. Nous avons l'Irak, où on a troublé Saddam Hussein et on a mis le chaos partout. Vous voyez, l'Irak, c'est devenu aujourd'hui. Quand nous débarquons chez Kadhafi en Libye, vous avez vu comment Kadhafi a eu des problèmes
avec des manifestations ici et là, Kadhafi devenait fou parce qu'il ne pouvait pas gérer tous ces chaos qu'on lui avait imposés. Al-Bashir, en Syrie, la même histoire. À gauche, à droite, des islamistes, des guerres, des bombardements. C'est le chaos. Pourquoi? Parce que si vous décollez, si vous prenez les richesses, vous donnez aux Chinois, ça ne va pas marcher. Donc il y a une guerre géostratégique entre les Occidentaux et les Chinois, entre les Américains et les Européens, mais que cette guerre-là se joue en Afrique. Tout ce que vous apprenez là aujourd'hui, la loi Tchani, on a tué ici, le cardinal est parti, le président comme ça, et tout ça, ça fait partie de la stratégie du chaos. Si on ne comprend pas cela, si on ne saisit pas les enjeux qui sont les vrais, on va chaque jour se réveiller, oh non, Kabouya a dit, le cardinal a dit, Tchani a dit, le président a parlé du vaccin, ainsi de suite, ainsi de suite. On va se retrouver à faire le surplace. Donc, je conseille aux uns et aux autres de prendre conscience que le Congo n'est pas seulement votre pays. Il y a la diaspora congolaise qui est à Mozambique, en Afrique du Sud, en Angola, au Gabon, en France, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Hollande, en Chine. Il y a toute cette diaspora-là qui est propriétaire de ce pays-là, qui vous regarde. Donc, si on vous donne ce petit moment pour gérer le pays, vous qui êtes sur place, et quand je dis gérer le pays, ce n'est pas seulement les gens qui sont au pouvoir, mais c'est aussi la société civile, donc l'Église aussi. Mais tenez compte de cela. Tenez compte que le Congo est envié. Vous savez, je vais finir par là pour rappeler ce que le roi Baudouin a dit pendant son discours du 30 juin 1960. Il a dit ceci, faites attention. Il y a beaucoup de puissances qui guettent, qui vous guettent. Ils attendent seulement une chose, que vous puissiez replonger dans des guerres ethniques. En ce moment-là, ils vont profiter pour venir vous occuper. C'était ça mon point de vue de ce jour. Partagez le lien avec des autres. La page Facebook Muambi International Network, elle est là. Aimez-la, partagez-la et suivez-nous sur notre chaîne YouTube, Muambi International Network. Vous pouvez aussi vous abonner, mais aussi partager ces vidéos. Parce que notre objectif ici à Muambi International Network, ce n'est pas de faire des polémiques, c'est d'éduquer la masse, de donner aussi quelque chose, des connaissances. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont dans des livres, qui sont cachés. Il y a beaucoup qui ont écrit, mais peu sont ceux-là qui lisent. Donc, si vous n'arrivez pas à tout suivre parce que vous voulez suivre des polémiques, prenez la vidéo, donnez ça, envoyez ça à votre fils, fille, à votre oncle, quelqu'un qui est là, qui a besoin des livres, qui a besoin des connaissances pour apprendre. Donc, merci beaucoup, merci à vous tous qui nous suivez de partout et bonne soirée chez vous, c'était ça le point de vue. Je m'appelle Alphonse Muambi, encore une fois, je vous salue à partir de La Haye, des Pays-Bas. Bonne soirée chez vous.